Europe 1 matin. 46 sur Europe 1, votre club de la presse Europe 1 ce matin. Jérôme Béglé, le directeur général du Journal du Dimanche. Bonjour Jérôme. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Yves Tréhard est avec nous également, directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Bonjour Bonjour Yves. Dimitri, bonjour à tous. Avant de commencer, information de dernière minute, ça tombe, c'est l'INSEE qui nous l'apprend. L'inflation chute sur un an en mois de mai à 5,1%. C'est un recul quand même de presque 1 point. Ça n'est pas anecdotique, on en reparlera tout à l'heure dans le journal de 9h. Revenons à nos moutons politiques, si vous voulez bien messieurs. Mais quelle mouche a piqué le président au Conseil des ministres hier. Il a donc sévèrement recadré sa première ministre Elisabeth Borne et l'a fait savoir. C'est ça qui est intéressant. Tous les propos ont été confirmés par l'Élysée qui explique que ce n'était pas un recadrage en fait, qu'il n'y a aucune tension. Mais enfin quand même, Vincent Trémolet-de-Villers nous le racontait tout à l'heure, juste avant 8h, Emmanuel Macron qui reproche à Elisabeth Borne d'avoir voulu pérenniser le Rassemblement national. Vous n'arriverez pas à faire croire à des millions de Français qui ont voté pour Marine Le Pen que ce sont des fascistes, a dit le président. C'est le signe de quoi, Jérôme Béglé, cette sortie du président de la République? Est-ce que c'est significatif d'après vous? C'est le signe que 100 jours, c'est long. Oui. C'est très long pour les Français, c'est très long pour la majorité, sans doute très très long pour Madame Borne. Je rappelle qu'il y a quelques semaines, il avait donné 100 jours à sa première ministre pour reprendre la main, si j'ose dire, pour trouver une majorité à peu près stable, pour nous refaire un agenda viable de projets de loi et de réformes qui pourraient être votés juste avant l'été, pendant l'été ou en septembre, et puis on verrait au bout de 100 jours. On est en train de voir. C'est-à-dire que je ne comprends pas la technique de la Première ministre qui consiste à dire que les LR ne sont pas stables, qu'on ne peut pas trouver une majorité avec eux, que le Rassemblement national c'est le diable, ou en tout cas Pétain, et que même à gauche, il n'y a personne de valable. Comment voulez-vous qu'elle élargisse sa majorité ou que la majorité actuelle élargisse son étiage si elle insulte tout le monde? Bon, donc je pense que Emmanuel Macron a eu raison de dire qu'on n'emploie pas en 2023 des arguments de 80, 90, 2000 qui ont montré pendant 3 décennies et bientôt 4 qu'ils étaient inutiles, contre-productifs, qu'ils renforçaient le Rassemblement national et le Front national avant et qui ne faisaient pas perdre un électeur à leurs élus. Mais c'est la levée du cordon sanitaire, cette phrase, quand même. Si on en tire les conclusions, s'il n'y a plus d'arguments moraux à poser à Marine Le Pen, eh bien, après tout, pourquoi pas tenter de travailler avec elle? Mais Gabriel Attal a repris des propositions dans sa lutte contre la fraude sociale. Ça n'a jamais été de la morale. Oui. Et c'est parce qu'on a mis de la morale dans la politique depuis 40 ans que la politique est en train de mourir. La politique, c'est pas de la morale. Et le président de la République a eu 100 fois raison. Après, il y a la forme. La politique, c'est pas de la morale. Mais évidemment que non. La politique, c'est l'efficacité au service du bien commun. Madame, je suis désolé, mais on peut considérer effectivement que le Rassemblement national, quand il était le Front national, s'était constitué autour, effectivement, de personnalités qui étaient peut-être, de personnages qui étaient peut-être pas très fréquentables. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a de commun entre Marine Le Pen et ce qui s'est passé en 1972, entre ce que dit Madame Le Pen aujourd'hui et ce que disait son père en 1972? Rien. Il n'y a rien de commun. Je ne vois pas d'antisémitisme chez Madame Le Pen. Je ne vois pas de xénophobie chez Madame Le Pen. Je vois pas. Et en plus, parmi ses électeurs, certainement pas. Et c'est vrai qu'il a raison. On n'insulte pas des millions et des millions d'électeurs quand vous êtes effectivement avec un parti qui aujourd'hui est le plus populaire de France. C'est à mon avis extrêmement politiquement maladroit. Et je suis désolé, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Ce passé pétiniste, aujourd'hui, c'est complètement... Enfin, on a dépassé tout ça. Et je rappellerai à ceux qui donnent la morale qu'il y en a un qui a vécu et qui a gouverné ce pays pendant 14 ans, qui a reçu la Francisque, qui a été à Vichy au début de sa carrière. On peut peut-être remettre les choses à leur place aussi. Donc, faut arrêter avec ça. Alors, moi, j'ai simplement, vis-à-vis de Madame Borne, il y a une chose qu'il faut reconnaître, c'est que Madame Borne, elle a souffert dans sa chair de cette période de la collaboration avec un père qui est parti en camp de concentration et qu'elle a perdu parce qu'il s'est suicidé quand elle avait 11 ans. Mais Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1 rapportait cette phrase tenue par Elisabeth Borne en disant « Oui, je m'en prends plein le nez de la part du président, mais c'est moins dur que les marches de la mort ». Donc effectivement, que ce thème, vous avez raison, Yves Tréhard, est présent dans chez elle, c'est normal. La comparaison me semble légèrement douteuse pour employer un mot gentil. Oui, tout est moins grave que la mort. Si c'est ça qu'elle veut dire, je pense que personne ne va la contredire. Non, il y a quand même un problème maintenant, ils sont plus sur la même ligne, il faut dire les choses. On est entré dans une cohabitation un peu étrange, où on a une première ministre qui regarde désespérément à gauche en espérant trouver les 15, 20, 30 députés dont elle a besoin,
et un président et une partie de la majorité qui ont compris que le salut pouvait venir que de la droite. Bon, par ailleurs, on peut dire ce qu'on veut d'Obama, il y a quand même une tâche au bout de son second mandat, c'est d'avoir été remplacé, aux yeux de ses électeurs en tout cas, par Trump. Et je pense qu'il y a cette sortie de route, si j'ose dire, qui est en train d'infuser tranquillement dans l'esprit d'Emmanuel Macron, qui se dit après moi le déluge, non, mais si mon successeur est issu de la famille Le Pen ou du parti Le Pen, j'aurais forcément raté quelque chose. Donc il s'emploie à cela en ce moment. Vous avez dit quelque chose d'intéressant, Jérôme Begley, vous avez dit 100 jours. 100 jours, c'est long. Et on observe effectivement qu'en ce moment, ça cafouille au gouvernement. La petite liste des couacs et des tiraillements de ces derniers jours, sur la fusion entre la carte nationale d'identité et la carte vitale. Alors Gabriel Attal l'annonce, Beauvau dit que c'est impossible le soir même. Mardi, hier, communiqué commun entre Bercy, l'Intérieur et la Santé pour dire, finalement, il y aura une mission commune. Sur l'ISF vert porté par Jean Pisani-Ferry, Christophe Béchu qui trouve que c'est intéressant, Bruno Le Maire qui le lendemain dit non, l'impôt, c'est pas la solution. Sur l'aide médicale d'État, etc., etc. Vous avez raison. Je crois que, vous savez, ces couacs de communication qui sont plus que des couacs, qui trahissent finalement une impréparation de la part du pouvoir exécutif, c'est en grande partie à cause de ça qu'il y a une grande défiance vis-à-vis du personnel politique. Parce que ce que là, on constate dans le maelstrom gouvernemental, vous l'avez eu... des fois, combien de fois ces dernières années avec d'autres majorités, et malheureusement c'est ça que retiennent les Français. Je crois que les 100 jours c'était réarchitecturer un projet. Sauf que pourquoi ça n'a pas été réarchitecturé comme vous dites, c'est que c'est dur à prononcer, c'est qu'il n'y avait pas de programme présidentiel à la présidentielle. Ils ont sur un coin de table imaginé ça au dernier moment pour faire mine de 100 jours, mais tout ça n'avait pas été pensé, réfléchi et analysé. Et du coup, c'est ça qui fait perdre la confiance, parce que les Français se disent, ils ne savent pas où ils vont. Jérôme Begley. Il y a deux Macron, et le vrai Macron n'a pas choisi qui il était. Vous avez le Macron du début de la deuxième campagne présidentielle, qui est plutôt libéral, pro-entrepreneurial, européen. Et dans l'entre-deux tours, vous avez ce meeting absolument hallucinant à Marseille, où tout d'un coup, il devient un peu mélenchoniste, et en tout cas très écolo. Et finalement, on ne sait pas très bien pour qui on vote. Et aujourd'hui, cette double ligne, ce flou artistique, un an après, il n'a pas été levé. Et donc, vous avez une partie de la majorité qui se revendique, je dirais, de l'école de Marseille, et vous en avez une autre qui se revendique un peu du macronisme historique. Il n'a pas tranché. Il sera obligé de le faire. D'ici l'été, il faudra clairement, d'ici l'automne, d'ici la rentrée, il faudra clairement donner une ligne en disant je veux aller plutôt à droite, plutôt à gauche. Et on refera un gouvernement, on nommera un ou une autre Premier ministre et on trouvera une majorité à peu près stable pour ça. Mais il récolte un petit peu ce qu'il a semé, en tout cas ce qu'il a mal planté. Je pense que Jérôme, là, il est un peu optimiste. Je ne suis pas sûr qu'il quitte le en même temps. C'était la question. Je suis pas certain. C'était ma question suivante. Il en est contraint. Oui, mais il fera peut-être du en même temps un peu plus clair. Les barres parallèles, c'est plus possible. On verra. Un mot peut-être sur cette bataille sur le texte d'abrogation de la réforme des retraites. Ça va se passer dans quelques minutes. Le texte arrive en commission à partir de 9h. Il semble donc que la Macronie soit bien décidée à faire tomber le texte. Quel maelstrom. Il nous avait dit au début, et notamment la présidente de l'Assemblée nationale, qu'elle voulait aller au bout de la logique de cette tentative d'abrogation. Et finalement, elle fait marche arrière. Là, c'est pareil. Les Français comprennent plus rien. Elle a dit hier matin qu'elle prendrait ses responsabilités pour qu'il n'y ait pas de débat. Oui, alors probablement, de toute manière, ce qui est sûr, c'est que cette abrogation n'aura pas lieu. Ça, c'est clair. Après, quelles seront les conséquences psychologiques de l'affaire, c'est une autre affaire. Il y a un texte constitutionnel. L'article 40 de la Constitution prévoit que les propositions de loi ne sont pas recevables, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent même pas être discutées dans le Parlement, dans l'hémicycle, lorsque, je cite, leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique. On est en plein dedans, puisque ce serait entre 5 et 7 milliards d'aggravation de charges publiques, de dépenses publiques. Mais quel texte n'aggrave pas les charges financières? Il y en a eu 5 ou 6 d'adopter. Mais des problèmes réglementaires. Tout simplement, alléger des charges sociales, mais alléger surtout des embarras que vous faites subir quotidiennement aux propriétaires, aux salariés, aux entrepreneurs, aux chefs d'entreprise. Il y en a des textes qui sont discutés devant la commission des finances. Mais vous vous rendez compte, aggraver entre 5 et 7 milliards le budget ?
Dans l'état dans lequel on est, la France va perdre son double A sans doute en fin de semaine auprès de Standard & Poor's. Ce serait irresponsable de ne pas appliquer cet article, qui que ce soit. Monsieur Coquerel ne veut pas. Il y a une présidente de l'Assemblée nationale, qu'elle prenne, comme elle dit elle-même, ses responsabilités. Ce qu'elle n'a pas fait au début. Voilà. Ce qu'elle tarde à faire. Et comme on dit dans ces cas-là, affaire à suivre. Affaire à messieurs. suivre. Bon, ça va être vite vu. Ça va être vite vu. Merci Yves Tréhard du Merci. Figaro, Jérôme Béglé du Journal du Dimanche. Bonne journée à tous les deux.